Déjà, 2000 morts au Maroc suite au séisme meurtrier qui a dévasté le pays la nuit de vendredi à samedi. Le monde est sous le choc. L'Afrique porte le deuil. Même l'Algérie, qui a rompu ses relations diplomatiques avec le Maroc en août 2021, en pleine crise entre les deux pays, a présenté, je cite, ses condoléances au peuple marocain, frère pour les victimes du tremblement de terre, selon un communiqué du ministère des Affaires étrangères à Alger. Actualité oblige. Avant d'aborder la thématique arrêtée pour cette édition, nous recevons sur ce plateau Marie-Vonne Ndongo, journaliste chez Dash Media. Bonjour Marie-Vonne et merci de nous avoir rejoints sur ce plateau. Bonjour Audrey Mélingui, c'est un plaisir de vous avoir, d'être là sur ce plateau. Alors, quelle est la situation actuelle au Maroc? On a pu voir que le bilan s'alourdit. Effectivement, le bilan continue de s'alourdir. Jusqu'à samedi soir, on était donc à 2012 morts et 2059 blessés. Il faut le dire, hein, les recherches se poursuivent sur le terrain. Vous comprendrez bien l'ampleur des dégâts causés par ce séisme donc, qui survient dans la ville de Marrakech, pratiquement au centre du pays, aux alentours de 23h11 heure locale du Maroc. Et donc, plusieurs personnes sont encore coincées sur les décombres. Le Maroc, les autorités marocaines, d'ailleurs, le président Mohamed VI, il faut le dire, il a présidé une réunion de crise samedi où justement il donnait les différentes modalités justement pour déployer les différentes équipes sur le terrain. Et ce sont des zones principalement difficiles d'accès parce que Marrakech est une grande ville et donc les dégâts se comptent beaucoup plus au sud-ouest de Marrakech, principalement dans les provinces d'Al-Haous où on dénombre quand même le plus de morts dans ce séisme-là. On parle de 1293 morts quand même du côté de la province d'Al-Haous où s'est situé donc pratiquement l'épicentre de ce séisme. Et à Taroudant, on compte 452 morts. Vous comprendrez donc que c'est dans ces deux provinces-là qu'il y a eu beaucoup plus de dégâts. Et ce sont des provinces en majorité montagneuses. Donc l'accès est assez compliqué. Il faut donc d'abord dégager la voie pour permettre donc aux différentes équipes de sauvetage de parvenir aux habitations. Parce que dans les deux provinces, ce sont des habitations faites d'argile. Et donc, pour y parvenir, malheureusement, il y a donc des montagnes qu'il faut traverser. Et ce n'est pas évident donc pour les différentes équipes de se déployer de ce côté-là. Mais du moins, quand même, elles essayaient tant bien que mal de se déployer sur le terrain, justement, pour continuer de sortir les vivants ou alors les blessés sous les décombres. C'est vrai qu'on dénombre 2012 morts, je le disais, donc 2012 morts, on dénombre jusqu'ici. Et les opérations se poursuivent sur le terrain. Il faut le dire également, tous les hôpitaux aux alentours se sont mobilisés quand même pour prêter main forte, pour accueillir tous ceux qui arrivent, tous les blessés qui arrivent. Et le président Mohamed VI n'a pas manqué de féliciter tous les Marocains qui se sont quand même levés, qui se sont précipités vers les hôpitaux pour donner donc du sang, parce que c'est le principal défi pour le moment, donner du sang à ceux qui en ont besoin dans les hôpitaux. Et donc les Marocains ont donc appelé à une chaîne de solidarité nationale pratiquement. Le déploiement est juste magnifique. Les équipes sur le terrain font tout ce qu'elles peuvent pour essayer de sortir les personnes vivantes qu'on peut encore trouver dans les décombres. Il faut le dire aussi, les enterrements ont donc déjà démarré. Plusieurs familles se sont donc déjà mobilisées pour enterrer leurs corps. Vous comprendrez bien la douleur qui est de ce côté-là. 2012 morts, c'est quand même assez. Mais toute la mobilisation est quand même à saluer du côté de Marrakech d'abord et du Maroc en général. Vous parlez de solidarité, justement, j'aimerais qu'on aborde les réactions dans le pays. Plusieurs pays ont réagi, même l'Algérie qui est en conflit avec le Maroc depuis plusieurs années.
Effectivement, on commencera bien sûr par l'Algérie qui n'a pas manqué de réagir de façon immédiate. Vraiment, la réaction a été totalement immédiate. Juste quelques heures après ce drame-là, l'Algérie a envoyé son communiqué à travers le ministère des Affaires étrangères algérien. Il a envoyé un communiqué à la présidence au Royaume du Maroc justement pour présenter les condoléances de l'Algérie. On connaît bien les tensions qui existent entre les deux pays. L'Algérie qui avait donc décidé de fermer son espace aérien depuis septembre 2021. Et d'ailleurs, la grande décision, c'est donc qu'elle a décidé de réouvrir son espace aérien pour que soient acheminés les blessés qui auraient besoin d'aide du côté de l'Algérie. Donc, l'Algérie a promptement réagi donc à ce drame du côté du Maroc. La France également a réagi. Le président Emmanuel Macron a envoyé un communiqué au roi Mohamed VI. Il a donc présenté donc ses condoléances là. Il a affirmé qu'il être très bouleversé parce que vous le savez, il y a beaucoup de Français au Maroc, installés au Maroc. On parle d'un peu plus d'1,6 million de Français installés au Maroc. Le Maroc qui est donc un pays qui vit en majorité par son tourisme. Et donc il y a beaucoup de Français installés du côté du Maroc. Et donc Emmanuel Macron a donc adressé ses condoléances. On a également plusieurs pays qui ont réagi. On a l'Espagne, on a l'Italie, on a les États-Unis bien sûr qui n'ont pas qui n'ont pas tardé à proposer leur aide. Mais il faut le dire, pour le moment, il faut déjà, le travail qui est en train d'être fait au Maroc, c'est qu'on essaye d'évaluer tous les besoins. C'est le travail que les équipes font sur le terrain, de savoir de quoi les populations ont besoin, parce que c'est bien, la communauté internationale a proposé son aide, mais il faudrait qu'on sache qui va apporter quoi. Donc, pour le moment, le Maroc est en train de faire ce travail-là, d'évaluer les besoins, ceux qui auront besoin de tentes, ceux qui auront besoin de nourriture. Vous comprendrez bien que c'est un gros travail qui est en train d'être fait donc, du côté du Maroc. Et bien sûr, on ne va pas oublier que le roi Mohamed VI a donc déclaré 3 jours de deuil national en rapport justement avec ce séisme-là qui s'est tenu donc vendredi soir, pratiquement aux premières heures de samedi. Un séisme, Marie-Vonne, mais pas le premier meurtrier dans le pays. Effectivement, ce n'est pas le premier séisme qui survient dans le pays, au Maroc. On a le 24 février 2004, quand même, il y a un séisme de pratiquement 6,4 degrés sur l'échelle de Richter qui avait donc secoué la province d'Al-Hoceima à 400 km au nord-est de Rabat, faisant 628 morts. Il y a un séisme qui a été encore plus violent que celui-là. Cette fois-là, c'était le 29 février 1960. Un tremblement de terre de magnitude donc 5,7 avait détruit Agadir sur la côte ouest du pays et fait près de 15 000 morts, soit un tiers de la population de la ville. Vous comprendrez bien que c'est un pays qui, normalement, selon les études menées par les pays alentours, est donc en proie à ce type de drame-là. Faudrait-il peut-être prendre des dispositions, de meilleures dispositions, surtout pour ceux qui sont quand même dans les provinces éloignées, parce que vous constaterez que ce sont les habitants des provinces un peu éloignées du centre du pays qui sont beaucoup plus en proie aux effets ou alors aux dégâts de ces drames-là. Et vous comprendrez bien que ce séisme est détruit donc 2 provinces cette fois-ci, Al-Haous et Tardoudan, qui sont donc des provinces éloignées, un peu retirées, mais qui essuient quand même le plus grand nombre de morts dans ce séisme-là. Voilà ainsi brossé la situation au Maroc. Le pays a essuyé un séisme meurtrier dans la nuit de vendredi à samedi. Mesdames et messieurs, les nouveaux rebondissements sur la situation dans ce pays, c'est à suivre sur Dash News. Merci Marie-Vonne Dongo de nous avoir donné toutes les informations relatives à cette actualité tragique ce dimanche après-midi. Nous allons poursuivre notre émission avec notre traditionnelle rubrique, le round-up de l'information qui nous est proposé par Marie-Vonne Dongo, bien évidemment, et on se retrouve juste après pour la thématique du jour. À tout de suite. Bonjour et bienvenue à ce round-up de l'actualité africaine et nous démarrons avec l'actualité au Gabon. Ali Bongo libre de ses mouvements. Le Comité pour la transition et la restauration des institutions a joint la parole à l'acte en rendant à l'ancien chef de l'État sa liberté le 6 septembre 2023. Une décision qui intervient après le passage à Libreville du président de la République de Centrafrique, Faustin Archange Touadéra, par ailleurs médiateur désigné par la CEAC dans la situation qui sévit au Gabon.
Au Soudan, submergés par le flux de patients en quête de soins, les hôpitaux soudanais ont du mal à fonctionner normalement depuis le début du conflit il y a 5 mois. Face à la situation humanitaire qui se détériore, l'Organisation mondiale de la santé déplore le manque d'accès aux soins médicaux, faute de matériel. En République démocratique du Congo, cette semaine a été marquée par des manifestations anti-MONUSCO. 140 membres de la secte religieuse Ouazalendo comparaissent devant l'auditorat militaire de la ville de Goma pour association de malfaiteurs et participation à l'insurrection. Ils ont été interpellés après leur manifestation en semaine pour exiger le départ de la MONUSCO, de la force régionale est-africaine ainsi que des ONG du Nord Kivu. En Libye, 250 migrants issus du continent africain, mais aussi de l'Asie, vont devoir rentrer dans leur pays d'origine. Ils attendent leur expulsion dans le centre de détention de Tariq al-Sika. En Libye, l'opération est menée par les autorités en partenariat avec les organisations internationales. Toujours au Cameroun, cette semaine a été marquée par des décès dans les régions du nord-ouest et sud-ouest Cameroun en relation avec la crise sociopolitique qui sévit depuis 2016. 3 personnes sont décédées dans la localité de Mouya, dans la région du sud-ouest Cameroun, suite à un incendie provoqué par les combattants séparatistes qui demandaient aux populations de ne pas sortir à l'occasion de la ville morte, jour de rentrée scolaire. Et puis, les autorités sont descendues sur le terrain. Le préfet de la Mémé, Chamberlain Touondong, était sur les lieux pour appeler les populations à réouvrir leurs espaces de vente et avoir pour premier ennemi ces appels aux villes mortes imposés par ces sécessionnistes. À Madagascar, Andry Rajoelina, candidat à sa propre succession. Le président sortant en a fait l'annonce cette semaine à Antananarivo au cours d'un grand rassemblement organisé au stade de Baria. Une cérémonie aux allures carnavalesques, riche en sons et couleurs. Rentrée scolaire 2023-2024, les dés sont lancés. La communauté éducative entre de nouveau en scène après 3 mois de trêve précédée par une année scolaire relativement trouble. En effet, l'année 2022-2023 s'est faite sous fond de revendications. Le chapitre est loin d'être achevé pour celle qui vient de débuter, car dès le 4 septembre dernier, jour du retour des classes, le mouvement On a trop supporté a repris dans plusieurs régions du Cameroun. Les grévistes exigent une solution complète à leurs problèmes, notamment le statut particulier des enseignants, le paiement intégral, des rappels, entre autres. Jusqu'à quand les revendications des seigneurs de la craie tarderont à être résolues? Pour répondre à cette question, Dr Simon Basiliken Ndomelep, universitaire, économiste géostratège, est notre invité ce dimanche. Bonjour docteur. Bonjour. Bienvenue sur ce plateau de l'émission Grand 7. Je suis vraiment flatté chaque fois que vous m'invitez à venir échanger avec les Camerounais. J'espère que nous le ferons de très très bonne façon. Alors, j'ai parlé du mouvement On a trop supporté. On va prendre un élément signé Serge Bertrand ici et on revient juste après. L'opération Craie morte annoncée par les enseignants grévistes est effective depuis le 4 septembre 2023, date de la rentrée scolaire. Les images transmises à notre rédaction par l'un des grévistes, enseignant au CES de Yabassi dans le département du Cam, laissent voir des enseignants sur les campus munis de pancartes avec un message clé, objet principal de leurs revendications. Le moment de grève que nous avons entamé ce 4 septembre porte pour principale revendication la révision et l'adoption du statut particulier de l'enseignant et ensuite la liquidation ou le paiement intégral de tous les arriérés de salaire et d'un avancement de ces enseignants. Nous savons que dès que l'État répond favorablement à ces 2 principales revendications, une signature immédiate surtout du statut particulier de l'enseignant et le paiement de dette, si ils répondent maintenant ou demain, nous allons immédiatement lever le mot d'ordre de grève et nous allons regagner calmement nos salles de classe. Depuis le premier jour des classes, le mouvement se répand progressivement dans les régions du pays. Les enseignants du lycée technique de Taïm à Bafoussam 1er et du lycée bilingue de Sanchou dans la région de l'Ouest ont respecté le mot d'ordre de grève. Dans la région du centre,
Ce sont ceux du CES d'Essong Obala et du lycée de Yamesoa 1er qui ont suivi le mouvement. Le CES d'Etonde Carrefour à Yabassi dans la région du littoral n'était pas en reste. Ils invitent par ailleurs tous les autres collègues qui hésitent encore à rejoindre le mouvement. Nous encourageons les enseignants qui veulent se manifester, nous les appelons à plus d'implication afin que l'enseignant puisse porter sa voix pour le bien-être de l'éducation au Cameroun. Lancé pour une durée indéterminée, le mouvement entend couvrir toutes les régions du pays si aucune réponse concrète n'est apportée à leurs revendications. Merci Serge Bertrand ici pour cet élément. Alors docteur Simon, c'est une nouvelle année, les enseignants sont sur le pied de guerre et ils revendiquent la résolution de ces réclamations de manière définitive et complète. Effectivement, oui. Mais il faut dire qu'au Cameroun, d'une manière générale, le niveau des salaires est plutôt bas, extrêmement bas. J'ai été amené à présenter un jour dans une autre télévision, mais pas la vôtre, la différence qu'il y a entre le salaire d'un médecin au Sénégal, en Côte d'Ivoire et au Cameroun. De même que le salaire d'un enseignant dans ces deux pays-là et le Cameroun. Et je prends généralement ces pays-là parce que c'est des pays qui sont logés à la même enseigne que nous. C'est des anciennes colonies françaises, des pays pour lesquels la France a confisqué leur souveraineté monétaire et on peut comprendre qu'il y ait des problèmes. Mais pourquoi y a-t-il plus de problèmes au Cameroun qu'ailleurs? Je ne sais pas, mais je crois que les Camerounais qui vont constater que leurs enfants vont aller dans les lycées, dans les écoles et peut-être même dans les universités sans pouvoir suivre les cours, ils vont être très embêtés parce que l'éducation, c'est la première chose, c'est le premier devoir d'une nation moderne. Parce que si vous ne formez pas, vous ne donnez pas ce que les Anglais appellent skillness, le savoir-faire, la capacité d'agir, eh bien, on ne peut pas croire, on ne peut pas espérer que l'avenir de ces pays-là est garanti. Donc, je n'applaudis pas des deux mains les enseignants qui veulent faire grève, mais je suggère au gouvernement de faire le nécessaire, à défaut de payer immédiatement ce qui est dû, au moins de donner une sorte de calendrier avec des promesses fermes afin que nos enfants retournent à l'école et que la période de la vie la plus dynamique, c'est celle de l'enfance, celle au cours duquel on fait l'apprentissage. Il est bon que nos enfants aient les formations les plus convenables possibles et que ces enseignements soient délivrés par des enseignants qui soient eux-mêmes contents et fiers de leur métier. Il faut que les enfants aient un enseignement le plus convenable pour l'avenir d'un pays émergent en 2035 comme le Cameroun. Voilà. Docteur, le mouvement On a trop supporté amorce sa deuxième année. Alors, on peut le voir, il a été mis sur pied en 2022. Il faut dire que l'écho, sans être essoufflé, n'a plus la même ampleur. Est-ce le reflet d'un corps pas soudé dans une logique de revendication? Non. Moi, j'ai la faiblesse de penser qu'en réalité, les Camerounais sont des hommes responsables qui savent que des mouvements sociaux comme ceux-là sont susceptibles de perturber très sérieusement, j'allais dire, pour ne pas dire très gravement, l'avenir de notre pays. Alors, il y en a qui se disent, parce qu'on a faim, on ne peut pas travailler. Il y en a qui se disent, on a faim, certes, mais nous avons le devoir de former nos enfants et les générations à venir. Je crois plutôt que c'est là où il faut voir les choses. Ce n'est pas que les revendications des enseignants ne soient pas suffisamment explicites pour être compris par qui que ce soit, ou qu'ils soient exagérés par rapport aux capacités du pays. Je crois plutôt que, de toute manière, pour résoudre un problème celui-là, il n'y a qu'une chose à faire, c'est les négociations. Parler, on peut comprendre que vous estimez qu'ils ne sont pas trop demandants.
Oui, non, je ne peux pas le dire parce que je ne sais pas exactement le fond du dossier. Mais ce que je veux dire, c'est que je suis convaincu que si le gouvernement répond positivement, ça ne veut pas dire demain qu'il va trouver tout l'argent nécessaire pour résoudre le problème, mais s'il dit « Ok, vos revendications sont fondées, je suis prêt à y accéder, sauf que comme faute de trésorerie disponible, sous tel délai, vous aurez tel pourcentage, sous tel autre délai, tel pourcentage, et on peut espérer éponger tout le retard sur telle durée. » C'est ce genre de choses-là. Pourquoi les revendications des enseignants n'ont pas trouvé de solution jusqu'à présent, ou alors n'ont pas totalement trouvé de solution jusqu'à présent? Je ne suis pas... C'est seulement que les enseignants sont dans un secteur tellement sensible qu'il suffit qu'ils s'arrêtent pour que tout s'ébranle. Mais à mon avis, tel que je connais, hein, je suis enseignant d'économie, je peux vous assurer que le niveau des salaires dans notre pays est anormalement plus bas que ce qu'on pourrait espérer. Et dans ces conditions-là, si tout le monde se mettait à revendiquer, je ne crois pas qu'il y aurait beaucoup de Camerounais qui diraient « Non, non, vous exagérez, nous, on gagne bien ». Non, les conditions de vie sont difficiles en ce moment dans notre pays et il vaut mieux donner le minimum légalement promis aux travailleurs pour qu'ils puissent travailler de bonne façon. Parce que si les enseignants font mal leur travail, s'ils sont mis dans des conditions où ils ne peuvent pas le faire convenablement, eh bien, on va vraiment hypothéquer notre avenir. Et je crois que ce n'est pas ce que voudrait le gouvernement qui nous promet l'émergence, ainsi que vous veniez de le rappeler, pour 2035. Alors, il faut se mettre au travail, il faut retrousser les manches et sacrifier quelque chose pour que l'avenir de nos enfants soit garanti, assuré et certain qu'ils vont vivre convenablement. Puisque vous parlez de gouvernement, plusieurs fois approchés, les autorités ont indiqué que les revendications étaient en cours, les directives étaient en cours d'implémentation. Vous pensez que c'est juste une logique, c'est juste une manière de gagner du temps, une volonté de gagner du temps? Je ne peux qu'hypothéquer, hein, je ne peux que supposer parce que je ne suis pas dans les secrets des cabinets qui gèrent les dossiers. Vous demander de lire dans une boule de cristal. Voilà, voilà. Mais je crois que généralement le Camerounais est d'une manière, je suis enseignant, hein, donc je connais. Oui. Le Camerounais est généralement consciencieux et soucieux de son pays. Je ne crois pas que les enseignants pourraient, comme ça, pour le plaisir ou pour embêter les dirigeants du pays, se mettre en grève. Non, là, effectivement, ça ne marcherait pas. Mais je sais que d'une manière générale, si tout le monde voulait revendiquer, même les médecins ne travailleraient pas. Sauf que les médecins, c'est encore tellement nécessaire au pays que, Dieu merci, ils ne sont pas très touchés par ces choses-là. Mais attention, attention, si on néglige certains aspects, eh bien, on va se retrouver avec les mêmes problèmes. Et je crois qu'il est temps que les Camerounais, comme tous les autres Africains, et je ne sais pas si vous remarquez, les pays francophones d'Afrique semblent avoir plus de problèmes que les autres. Alors, est-ce que nos indépendances ont été mal négociées? Sûrement, je réponds sans hésiter oui, parce qu'on ne peut pas dire à des pays on vous donne l'indépendance, mais on confisque votre monnaie. On vous donne l'indépendance, mais on va gérer vos ressources naturelles telles qu'elles sont gérées aujourd'hui, c'est-à-dire une véritable spoliation. Je vais donc mettre un petit bémol pour dire que c'est vrai, nos dirigeants donnent l'impression quelquefois de ne pas accéder facilement aux demandes, mais c'est aussi parce qu'eux-mêmes n'ont pas les coudées franches. Parce qu'un pays qui ne peut pas gérer de façon autonome sa monnaie, un pays qui ne gère pas ses ressources du commerce extérieur, parce qu'ils sont confiés à 50% à la France, dans ces conditions-là, je dois dire que c'est difficile de s'en sortir. Mais
le Camerounais qui est enseignant, qui est médecin, qui est même cultivateur, a besoin de vivre. Alors, c'est à nos gouvernants de dire au pays qui a confisqué une partie de notre souveraineté, eh bien, nous voulons récupérer nos biens. Surtout que le Cameroun, lui, n'était pas une colonie française, mais un pays sous tutelle. Sauf qu'au moment de l'indépendance, la France a supprimé tout ce qui pouvait négocier d'égal à égal et il a donné les pouvoirs à ceux qu'il peut manipuler comme elle le fait aujourd'hui. Eh bien, si les Camerounais ne sont pas capables de réclamer et d'obtenir de la France ce qu'elle a confisqué à leur détriment, eh bien, dans ces conditions-là, nous irons de problème en problème et notre développement est compromis. Et d'ailleurs, j'ai écouté hier comment dire, dans les réseaux sociaux, quelqu'un, un Français, qui rappelle que la France a commis de véritables génocides en organisant les avortements obligatoires, en limitant les naissances jusqu'à ce que l'indépendance survenant, bon, elle s'est retirée, mais n'a pas laissé les conditions pour que nos gouvernants puissent agir en toute souveraineté. Alors, on a bien compris, docteur Simon. Revenons tant soit peu sur les répercussions de ces contestations sur l'encadrement ou encore le suivi des apprenants. Alors, vous parlez tout à l'heure d'enseignement convenable. Oui. Alors, de manière concrète, je vous repose la question. Quelles pourraient être les répercussions sur l'encadrement ou le suivi des apprenants au Cameroun? Bon, en présentant tout à l'heure, en prélude, on a cité quelques établissements où il y a des grèves. Le nombre d'établissements est très minoritaire. Mais ceux des enfants qui se trouveraient avoir le malheur d'être dans ces établissements-là, ils vont être défavorisés par rapport à leurs camarades qui, eux, iront normalement à l'école et ce n'est pas bien. Donc, c'est un impératif absolu. Il faut impérativement que l'autorité publique trouve une solution à ce problème-là parce que s'il n'y a pas de bons enseignements, il n'y a pas de citoyens normalement préparés pour gérer le pays et le pays donc lui-même va se trouver à volo et à ce moment-là, c'est les étrangers qui vont profiter de nos richesses exactement comme ça se passe aujourd'hui. Parce que ceux qui ont signé les Amani Diori, les Aïdjo, n'avaient pas le savoir requis pour négocier d'égal à égal. Par contre, vous voyez, chez les anglophones, avant les indépendances, la Grande-Bretagne, elle aussi, a arrêté ce qu'ils appelaient des terroristes, c'est-à-dire les Kwame Nkrumah, les Jomo Kenyatta, ils étaient en prison, les Milton Obote. Mais avant les indépendances, elle les a ressortis et ils ont négocié avec des gens qui savaient de quoi ils parlaient. Chez nous, non, on a plutôt assassiné les Ouezin Koulibaly, les Ruben Oumniobe et compagnie. Et ce sont des gens qui n'étaient pas préparés à la chose, qui ont eu le pouvoir. Et c'est pour ça que nous avons des difficultés par rapport aux autres ex-colonies des pays européens. Alors, la grogne des enseignants ne va pas éluder la profonde crise qui sévit dans les régions anglophones du pays. Avec le concours de la réalisation, on va prendre cet élément d'Amandine Boni où des violences ont été enregistrées dans cette partie du pays le jour même de la rentrée scolaire. Quelques heures seulement après sa prestation. C'est ce 4 septembre, date de rentrée scolaire, que les séparatistes ont imposé pour empiéter sur le lancement de l'année académique 2023-2024, un ghost town dans la ville de Buea, suscitant la frayeur au sein des populations, même si le mot d'ordre ne les a pas dissuadés de poursuivre leurs activités. Constatant cela, les hommes armés se sont rendus dès 5h30 ce jeudi matin au marché de Buea, le plus grand de la ville de Buea, et ont tiré sur les commerçants qui se sont dispersés, abandonnant ainsi leurs marchandises. Dans la foulée, ils ont intercepté 2 véhicules. L'un des chauffeurs, au volant, a réussi à s'enfuir, tandis que l'autre n'a pas eu la même chance et est décédé sur le champ.
Les forces de maintien de l'ordre mènent des perquisitions maison par maison de Moya jusqu'à Mile 16, en passant par Bomaka pour retrouver les coupables. Cet incident survient 3 jours après que les affrontements entre les forces de sécurité séparatistes à Kumba aient entraîné la mort d'un étudiant touché par balle. Merci Amandine Boni. Docteur Simon, au sortir de cet élément, on peut le dire, à chaque rentrée scolaire, on note un regain de violence dans cette partie du pays. L'école est prise en otage. Oui, c'est des gens qui ne savent pas comment faire connaître leur souffrance. Mais en tout état de cause, ils ne prennent pas le bon chemin. Parce que ce n'est pas en assassinant un chauffeur qui passe par là tout à fait par hasard et qui trouve la mort, des enfants qui ne peuvent plus aller à l'école, des maisons qui sont incendiées. Ce n'est pas cela les revendications politiques. Les revendications politiques, elles se font dans le cadre des partis politiques et ou dans des pétitions déposées au gouvernement. Je suis certain qu'une fois que ces pétitions sont déposées, le gouvernement ne peut qu'y répondre, soit favorablement, soit difficilement favorable. Mais vous savez, des gens qui nous demandent de diviser notre pays, notre cher pays, en plusieurs États, des États qui seraient indépendants les uns des autres, eh bien, en général, la majorité des Camerounais, je crois, n'est pas pour ça. Au contraire, nous souffrons de ce que, après le référendum de 1961, une bonne partie du Cameroun est allée au Nigeria. Mais maintenant que nous sommes une nation normalement constituée et reconnue par tous, je crois qu'il vaut mieux que le gouvernement organise des rencontres avec ces gens-là, qu'ils disent ce qui constitue leur mal-être. Ça a été fait par le passé, docteur. Oui, mais est-ce que ça a été fait convenablement? Quand on fait ce genre de choses, on consigne, on donne un calendrier de ce qu'on peut faire ou de ce qui est difficile à faire. Je ne sais pas si c'est dans ces conditions-là que ça s'est passé, mais je constate que apparemment ça n'a pas été la solution. Alors quand vous avez raté votre coup, vous reprenez, et c'est ce que je peux conseiller au gouvernement, et c'est au gouvernement d'assurer la tranquillité d'esprit et la possibilité de travailler à chaque Camerounais où qu'il se trouve dans le pays. Le gouvernement est garant de la paix sociale, des conditions de travail pour que le Cameroun puisse se développer normalement. Les autorités camerounaises ne cessent d'exprimer la volonté de voir ces parties du pays, de voir que les cours reprennent dans ces parties du pays. Dans le nord-ouest, par exemple, on n'a pas manqué la sortie d'Adolphe Lélé-Lafrique, gouverneur de la région, qui a rappelé à l'ordre les enseignants absents de leur poste. Dans un contexte pareil, ça se comprend, docteur Simon? Oui, c'est une question de devoir, hein. Monsieur le gouverneur est là pour que sa région, sa province fonctionne de bonne façon. Alors, une province où il n'y aurait pas d'enseignement ne fonctionnerait pas de bonne façon. Donc lui, il fait son devoir, il dit: j'appelle tous les habitants de la région à se remettre au travail et à cesser de détruire les biens et même de tuer des citoyens. Au péril de leur vie? Voilà. Au péril de leur vie, docteur Simon? Non, pas au péril de leur vie. Je suis certain que partout où il y a des établissements scolaires, si on demande à des organisations, le BIR, hein, le bataillon d'intervention rapide, je suis sûr qu'ils peuvent peut-être pas garantir à 100%, mais ils peuvent faire en sorte que des gens ne viennent pas dans un marché tirer vraiment les yeux fermés sur le premier venu, et à ce moment-là, ça décourage les autres. Moi, je suis certain que si les enseignants se font entendre, ils vont se remettre au travail. Mais il faudrait pour cela que l'État prenne des dispositions pour assurer la garantie et aux enseignants et aux enfants.
Sinon, le pays, c'est tout le pays qui s'en va. Hein. Donc, chacun doit savoir que où qu'il se trouve, il est Camerounais et doit sauvegarder les intérêts du Cameroun. Qu'il soit enseignant, qu'il soit revendicatif comme les gens du Nozo, eh bien, qu'il sache qu'il réclame un certain nombre de choses, mais ces choses-là, ça ne doit pas être donné au détriment du Cameroun. Le Cameroun a besoin d'être un, uni, indivisible. Sauf qu'il faudrait que tous les Camerounais, où qu'ils se trouvent dans leur pays, aient les mêmes conditions de bien-être que ceux qui sont ailleurs. Sinon, eh bien, les gens vont se dire peut-être que si je parlais français, peut-être que si je parlais mieux l'anglais, etc. Donc ces choses-là, c'est l'unité nationale qui doit être privilégiée, mais l'autorité a le devoir de donner à chacun les assurances de ce qu'il va réaliser ses devoirs nationaux dans les meilleures conditions possibles. Meilleures conditions, mais est-ce que vous pensez que le contrôle est encore gardé par les autorités? Moi, je crois que oui. Nous avons une armée très proactive qui réagit rapidement. Si c'est juste pour attraper des malfaiteurs comme ceux-là, je suis certain qu'ils peuvent y arriver, ils y arrivent. Mais maintenant, quand on les a pris, je crois qu'il y a une action d'éducation, de négociation et de partage de l'amour patriotique, des devoirs patriotiques avec eux. Ce n'est pas simplement de dire « Ah, ces gens-là, ils détruisent, ils sont pas... » Non. Nous sommes tous Camerounais et nous méritons tous de vivre au Cameroun et de vivre de bonne façon. Pour reparler des enseignants, docteur, est-ce qu'on peut... J'aimerais bien vous poser la question, j'ai bien compris votre développement il y a quelques instants, mais j'aimerais bien vous poser la question, excusez la redondance. Est-ce qu'on peut être épanoui professionnellement parlant dans un contexte de conflit? Non, c'est difficile. Très bien. C'est difficile et c'est pour ça que je me suis permis d'appeler et les autorités et les enseignants et tous ceux qui sont dans ces situations-là. Vous savez, vous, quand nous venons comme ça un dimanche travailler, je ne suis pas sûr que le salaire qu'on vous donne, c'est celui auquel vous vous attendez. Mais il y a des limites, il y a ce qui est possible et ce qui ne l'est pas. Et il appartient aux autorités, non pas de dire aux enseignants, revenez au travail, on verra par la suite, mais reprenez le travail parce que les revendications que vous aviez déposées et dont nous avons pris l'engagement de les étudier, eh bien, les études ne sont pas encore terminées, mais à telle date, elles seront terminées et nous vous dirons ce que nous allons faire. Moi, je crois que si on procède comme ça, les choses vont rentrer dans l'ordre. Vous pensez que c'est ce qui peut faire en sorte qu'on sorte de cette spirale de revendications interminables? Je suis convaincu. Moi, j'enseigne des étudiants, c'est-à-dire des adultes ou des jeunes adultes pour la plupart. Je suis convaincu que les Camerounais sont suffisamment intelligents pour comprendre que ensemble, nous bâtirons notre pays et nous le bâtirons de bonne façon. Tandis qu'en nous tirant les uns sur les autres, vous savez, la rumeur court que les anglophones qui protestent là, il y a des pays comme la France qui les aident, juste pour nous mettre en difficulté. Exactement comme ils ont installé le djihad dans le Sahel. Donc, nous devons comprendre que quoi que les étrangers nous disent, l'amour de notre patrie ne doit pas souffrir de la moindre défaillance. Et l'amour de la patrie, c'est la capacité au travail. Lorsque je parlais de revendications interminables, docteur, je parlais des revendications de ces enseignants qui constituent le mouvement On a trop supporté. J'aimerais vous poser la question, ne devraient-ils pas repenser leur stratégie pour se faire entendre? Vous savez, je suis d'accord avec vous, ce serait la procédure. Mais si ils ont l'habitude de ce que
nous avons réclamé, on nous a dit, bon, vous voyez un peu à la baisse, ils ont baissé, on a repris, les problèmes ont continué, etc. Moi, je crois que la résolution des problèmes sociaux, elle ne peut pas se faire tout d'un coup et en une seule année, mais au moins partir d'une échelle, partir d'une sorte de programme pour dire à telle date, tels problèmes seront résolus. À telle autre date, tels autres problèmes seront résolus. À ce moment-là, les choses vont rentrer dans l'ordre. Parce que on ne le sait pas. Moi, j'ai eu la chance d'enseigner ailleurs qu'au Cameroun, mais je vous assure qu'en moyenne, le Camerounais est plus intelligent que à titre de rappel, j'aimerais le rappeler à nos téléspectateurs, la dette due aux enseignants a été estimée en 2022 à 181 milliards de francs CFA. C'est excessif. Surtout que à côté de ça, on va dire, on a trouvé chez tel ministre arrêté des dizaines de milliards. Hein? Ça veut dire que cet argent qui est dû aux enseignants, il y a des gens suffisamment malhonnêtes qui le gardent pour eux. Et à ce moment-là, la revendication des enseignants est fondée. Donc, le gouvernement doit ratisser large, voir dans tous les coins et recoins de son fonctionnement. Comment des personnes sont susceptibles d'emmagasiner chez eux de l'argent en milliards de francs CFA, alors que leur salaire n'équivaut pas à ça. Si on ratisse l'âge, si on récupère tout ça, ou si on ferme le cabinet par où fuit cet argent, je vous assure qu'on réglerait le problème des enseignants. Parce que quand vous parlez de milliards comme ça, à titre individuel, peut-être que chaque enseignant, ce ne sera même pas en dizaines de millions pour chacun. Donc, c'est des problèmes faciles à résoudre à condition de s'en donner les moyens. D'accord, docteur. Peut-on conclure justement sur un échec des politiques publiques jusqu'ici mises en place pour résoudre ce problème? Oh non, je ne suis pas pessimiste, même si j'essaie d'être objectif. Non, le Cameroun a beaucoup de potentiel. Le Cameroun a une population extrêmement intelligente et travailleuse, ce qu'on ne voit pas ailleurs. Alors, il faudrait que le Cameroun profite de ces opportunités pour bâtir une grande nation. Et je dois ajouter que le Cameroun a un sous-sol tellement riche que les étrangers nous envient. Mais alors, avec tout ce potentiel humain, naturel, pourquoi passer du temps à se chamailler, à ne pas aller faire cours, à laisser les gens ne pas faire cours, simplement parce qu'on leur doit? Et pourquoi leur devrait-on? Puisque, par ailleurs, personne ne nous a dit qu'on ne paye plus les impôts. Tout le monde paye ses impôts et donc l'État, chaque fois quand il fait un budget, c'est les recettes de l'État et de l'autre côté, les dépenses de l'État. Puisqu'il fait son budget et l'équilibre, il n'y a pas de raison qu'il y ait des retards de paiement comme celui que vous venez d'invoquer. D'accord, docteur, nous sommes arrivés au terme de cette émission. Merci une fois encore de m'avoir invité. On va souhaiter de tout cœur que les enseignants trouvent gain de cause et que leurs revendications soient résolues par le gouvernement. Absolument. Je pense que vous étant un enseignant, je pense que vous, étant enseignant, vous portez fort cette volonté. Oui, je ne suis pas concerné par ces problèmes-là, mais où qu'on soit, quand on a travaillé, il faut être payé. Effectivement. Voilà. Alors, que se passe-t-il au Gabon? Le général Oligui Nguema qui a mené un coup d'État, le 30 août dernier contre Ali Bongo, qui a été déclaré vainqueur dans la foulée après avoir mis l'État. On va prendre cette compilation proposée par la rédaction des Dash News. Quelques heures seulement après sa prestation de serment comme président de la transition gabonaise, le général Brice Clotaire Oligui Nguema a d'ores et déjà entamé les consultations avec les membres de l'opposition. Il a rencontré à son domicile le leader de l'opposition Albert Rondo Rossa, avec qui ils ont eu des échanges en toute convivialité, tels que le témoigne son accoutrement civil.
Pour les membres de la plateforme Alternance 2023, il faut croire à travers cette démonstration d'unité à un avenir meilleur et resplendissant pour le Gabon. Dans la même logique de main tendue d'ouverture du régime de transition, le président a ordonné la libération du leader de la coalition des syndicats des fonctionnaires, Dynamique Unitaire Jean-Rémy Yama. Il était incarcéré depuis février 2022 pour détournement de biens publics et abus de confiance. Bel après-midi également pour Renaud Alogo Akwe, ancien directeur général de la Caisse nationale d'assurance maladie et garantie sociale, mais aussi pour Léandre Nzue, tous membres de la Galaxie Bongo qui ont été libérés sur instruction du président de la transition. Le nouveau chef du gouvernement de transition est connu au Gabon. Ministre de l'Agriculture en 2009, Raymond Donsima, diplômé en économétrie de l'Université Paris-Dauphine, a déjà occupé ce poste entre le 27 février 2012 et le 24 janvier 2014, durant la présidence d'Ali Bongo Ondimba de 2009 à 2023. Âgé de 68 ans, l'économiste originaire de Wolu, Tem, avait envisagé de se présenter à la présidentielle du 26 août dernier avant de se ranger derrière Albert Ondo Ossa. Donsima, déjà candidat face à Ali Bongo Ondimba au scrutin de 2016, proposait de remettre à plat la Constitution et de reformer les institutions, ce qui devrait être sa principale mission à la primature. Depuis le coup d'État du 30 août dernier, Raymond Donsima avait plusieurs fois fait part de son soutien au CTRI et à Brice Clotaire Olingue Nguema, qui a prêté serment comme président de la transition le 4 septembre dernier. Lors de la cérémonie, le futur Premier ministre était d'ailleurs présent aux côtés d'autres membres de la plateforme d'opposition Alternance 2023. Raymond Donsima s'est désolidarisé de la plateforme ces derniers jours, souhaitant reprendre son indépendance en partie en raison des dissensions au sein de l'organisation après l'arrestation de Mike Djoktan à la frontière avec la Guinée équatoriale. Reste désormais à savoir quelle sera la feuille de route du nouveau Premier ministre. Conformément aux engagements de Brice Clotaire Olingue Nguema, il aura à travailler en élaboration d'une nouvelle constitution qui devra être approuvée par référendum et à une révision du code électoral. La dernière apparition d'Ali Bongo avant sa libération était dans une vidéo où il appelait ses amis à faire du bruit. L'homme de 64 ans, renversé par les militaires, après l'annonce de sa victoire à la présidentielle, était depuis lors placé en résidence surveillée. Quelques minutes après l'annonce des militaires, Ali Bongo a été montré par la télévision publique recevant à son domicile Abdou Abari, représentant spécial en Afrique centrale du secrétaire général de l'ONU. Le général Olingue Nguema a prêté serment lundi dernier comme président de la transition après avoir fait adopter par référendum une nouvelle constitution qui débouchera, selon lui, sur des élections libres et transparentes. Celui-ci accuse l'entourage familial du président déchu, notamment son épouse et l'un de ses fils, tous deux en détention, ainsi que des membres de son cabinet, d'avoir détourné massivement des deniers publics et dirigé le pays de manière irresponsable et imprévisible en manipulant un Ali Bongo affaibli par un grave AVC en 2018. Par ailleurs, Mike Djoktan, membre de la plateforme Alternance 2023, n'est plus libre de ses mouvements. L'opposant a été arrêté alors qu'il tentait de rallier la Guinée équatoriale avec une correspondance adressée au vice-président chargé de la défense et de la sûreté de l'État, Teodoro Obiangema Mangue. La dite correspondance aurait été signée par le professeur Albert Ondo Ossa. Le principal rival d'Ali Bongo Ondimba continue de réclamer sa victoire, tout en demandant le rétablissement de l'ordre constitutionnel au Gabon. La délégation qui portait le message était composée de plusieurs membres de la plateforme Alternance 2023, proches d'Albert Ondo Ossa. Simon, vous avez suivi cette actualité au Gabon? Oui, c'est malheureux. Ce genre de choses, malheureusement, c'est surtout en Afrique francophone. Moi, je crois que nos problèmes proviennent de ce qu'au départ, nos États n'ont pas été bâtis sur une base solide, mais ils ont été organisés pour que la France continue de
d'y régner, bref, ce qu'on appelle le néocolonialisme. Je crois que c'est ça qui fait tous ces problèmes. Mais je suis optimiste parce que quand on voit ce qui se passe au Niger, les jeunes autorités nigériennes n'ont pas entendu une éternité pour créer une monnaie nationale. Et je crois que nos pays ont besoin des gens qui réagissent comme ça. Non pas... Bon, je ne sais pas comment ça va se terminer au Gabon, mais je n'ai pas l'impression que ce soit à peu près ce qui se passe au Niger, au Mali, au Burkina Faso. Nous avons cru que c'était ça, c'est la continuité, mais apparemment, quand on observe les choses, on voit que c'est différent parce que c'est toujours la France qui continue de tirer les ficelles en coulisses. Nous sommes arrivés au terme de cette émission, Dr Simon Basilikene. Merci d'avoir accepté notre invitation. C'est moi qui vous remercie de votre invitation. Au plaisir de vous retrouver sur ce plateau. Merci encore. Mesdames et messieurs, donnons-nous rendez-vous dimanche prochain pour une autre rétrospective de l'actualité lorsqu'il sera 12h. D'ici là, portez-vous bien. Au revoir.